Et Bertrand Lamiel, donc évidemment à nos côtés également, directeur général de Ports en Par Gestion, je le rappelle, avec la dynamique des marchés actions et vos outils d'analyse qui permettent de screener la cote mondiale, européenne, américaine, essentiellement Bertrand. Le mois de mai aura été un mois de correction, on peut le dire, ou de retracement? Alors, correction en Europe, correction plus légère sur le S&P, par contre, gain sur le Nasdaq. Hein. Là, c'est l'outsider. Ouais. Oui, on reste sur des niveaux de participation. Donc, encore une fois, la participation, c'est le pourcentage de titres qui sont inscrits en tendance haussière. On est sur du 25-30%, ça fait 2 ou 3 mois qu'on est là. Et ça, c'est pas beaucoup. Ouais. On a des marchés qui progressent même bien. Hein, le premier trimestre, on gagne 13% sur le premier trimestre. C'est un trimestre exceptionnel. Ouais. Hein, quand on regarde la distribution sur les 20 dernières années, il y a quelques trimestres qui sont de l'indice. Donc il y a une belle performance des indices, ça c'est clair. Par contre, on n'est pas dans l'euphorie. Tout ça se concentre en Europe sur, globalement, le luxe et aux États-Unis sur les généraux, donc les fameux Apple, Alphabet, Meta et autres, qui tirent et qui phagocytent la moitié, à minima, de la performance. Derrière, ça reste compliqué. On a en Europe l'industrie qui redémarre, mais l'industrie c'est un gros secteur, donc il y a à boire et à manger en termes d'activité, mais il y a des grands noms qui donnent plutôt des bons signaux, et là, pour nous, c'est plutôt porteur. Maintenant, il faut se rappeler qu'un marché haussier installé, relativement sain, qui va durer, puisque les phases haussières sont les phases les plus longues dans le marché, on a une participation qui dépasse les 50%. Ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a de la place pour tout le monde en termes de gains. Ouais. Et quand on est en hyper-extension, on arrive à des participations de 90%. Ouais. Voilà, mais je vous dis, aujourd'hui à 30, donc voilà, on peut regarder le verre moitié vide, moitié plein, se dire, bon, ok, il y a de la place pour le reste, ou au contraire, se dire, ça va pas... C'est pas un bull market. En fait, tout le sujet, il va être de savoir... Voilà, qui arrive pour compléter les performances qui ont été réalisées par le luxe, par les semi-conducteurs et par certaines industrielles. Sur le principe, quand on regarde, les publications étaient bonnes. L'ensemble de la communauté avait plutôt péché par pessimisme. Et donc, ce qu'on voit, c'est que globalement, c'est bon. Il y a plutôt eu des relèvements de perspectives sur beaucoup de sociétés. Donc, sur le principe, ça va. On a quand même une année 2022 qui était une année de baisse. Donc, globalement, en termes de valorisation, on est revenu sur des niveaux de valorisation. Ce n'est pas encore cadeau, mais en tous les cas, on est plus sur des valorisations élevées. En moyenne sur le marché. Surtout si on enlève le top 5 de l'Eurostoxx ou du S&P. Là, oui, on enlève plusieurs points de valorisation quand on exclut les méga-caps américaines. Si on regarde le luxe, historiquement, est très cher. Ouais. Mais vraiment très très cher. Par contre, quand on regarde les généraux, ils sont revenus sur des moyennes historiques de valorisation. Donc là, pour le coup, ils ont des perspectives qui ne cessent d'être revues à la hausse, et on a des niveaux de valorisation qui sont des niveaux de valorisation moyenne des 10, 15, 20 dernières années. Donc là, sur le principe, il y a du potentiel, mais on le voit, les flux... oui, il y en a, mais c'est pour aller sur le monétaire. C'est pas très encourageant. Donc, il manque cette petite étincelle pour que, du coup, ça puisse repartir. Et on voit bien que les discussions sur le plafond de la dette, la guerre en Ukraine, qui est toujours là, bien sûr. les sujets, l'inflation qui reflue, mais qui reste élevée, les tensions sino-américaines, il y a des raisons de s'inquiéter. Il y a plein de raisons de s'inquiéter, mais c'est juste la vie. Ouais. Ça s'est toujours passé comme ça. D'accord. Rappelons-nous qu'à un moment donné, on a quand même les États-Unis qui sont allés faire la guerre dans le plus grand champ de pétrole du monde. Ouais. On a toujours eu ça. Donc, c'est le principe du mur des craintes, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Si on s'arrête à ça, la proba, c'est de louper une future hausse de marché. Alors, oui, la récession, on voit l'Allemagne y est, mais on voit bien que de l'autre côté, aux États-Unis, on reste sur des chiffres forts. On a quand même... Au niveau du chômage, on est un peu partout dans le monde sur des taux super bas de chômage. Récession technique en Allemagne, mais une économie au plein emploi, mais un niveau d'investissement record. C'est là le sujet. Ça ne veut pas rien dire, quoi. Historiquement, on avait des craintes parce que la variable d'ajustement classique des entreprises, c'était de se dire « Oh là là, ça baisse, j'arrête d'embaucher, voire je sors du monde ». Aujourd'hui, la dynamique, elle est un peu différente. On voit bien que tout le monde, partout, a du mal à embaucher. Donc, il n'est pas évident que cette variable d'ajustement historique soit celle qui soit mise en avant prochainement. Très clair. Et avec des gens qui sont là, qui sont en poste, et qui, du coup, l'idée va se propager, craignent un peu moins pour demain.
c'est une conso qui va tenir. Très. Et la conso, c'est 60 à 70% des PIB. Donc, voilà, on est sur quelque chose où le réflexe d'aller regarder ce qui s'est passé historiquement avec des pincettes. Oui. Alors, on peut il y a des enseignements intéressants, mais il ne faut pas plaquer complètement le raisonnement. N'allons pas trop vite pour plaquer les... Voilà, de dire ce qui s'est passé historiquement va se repasser encore une fois. Bon, IA générative ? Ça, c'est le moment. Ça, c'est l'acronyme. C'est impressionnant. Alors, tout le monde en parle. Alors, donc, à la fois ceux où c'est légitime. Voilà, on parle à Nvidia, on parle des semi-conducteurs, des trucs comme ça qui nous expliquent, écoutez, voilà comment on va faire, où on voit qu'il y a des différences impressionnantes. Je veux dire, un serveur classique, c'est du 7 000, 10 000 $. Voilà, quand vous prenez un serveur avec de l'IA générative, vous multipliez par 10, 15 ou 20 le prix du serveur. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose. Alors, on parle de nouvelles révolutions. Alors, autant le métaverse, globalement, j'étais très sceptique. Parce que ce qu'on envoyait était quand même, voilà, peut-être pas ma génération, mais quand même. Autant là, quand on voit ce qu'on est capable de produire avec de l'intelligence artificielle, les bénéfices, on les voit assez rapidement. C'est plus qu'une perspective lointaine. Voilà, c'est tout de suite et c'est abordable. Enfin, je veux dire, les outils sont faits de telle manière qu'on peut assez rapidement les prendre en main, les déployer. Enfin, il y a des investissements à faire, mais donc ça, c'est quelque chose. Il y aura peut-être une bulle, mais en tous les cas, voilà, il y a quelque chose. Regardez les résultats d'NVIDIA. La perspective, on attendait du 8 milliards, ils nous annoncent du 11 milliards. Enfin, en gros, ils vont faire l'augmentation de chiffre d'affaires qu'ils vont faire, c'est le chiffre d'affaires. Et c'est ça, c'est comme on dit, c'est-à-dire contrairement aux thèmes, parce que le cimetière des thèmes qui font le buzz est quand même assez rempli, entre crypto, blockchain, métaverse, etc. C'est ce que je racontais hier. Je me souviens d'une séance, en pleine séance, Carrefour publiait un communiqué pour dire on utilise la blockchain dans la logistique. Bon, ça n'a pas révolutionné ni le statut boursier de Carrefour, ni le modèle économique de Carrefour. Là, l'IA, comme vous dites, en tout cas chez un acteur comme Nvidia, c'est déjà 11 milliards de ventes, 30% de plus que ce qu'ils attendaient. Là, en ce moment, sur le trimestre en cours, c'est pas dans 10 ans, quoi. Non, c'est parti. Et donc, voilà. Donc, et c'est forcément, ça bouscule un peu tout. Les ratios de valorisation, on se retrouve dans les schémas qu'on avait dans les années 2000 où c'était très compliqué de valoriser parce qu'en fait, on a besoin de se projeter et avec des croissances qui sont telles que si jamais, alors le risque il est là, c'est que si à un moment donné ça coince, il peut y avoir des retours de bâton qui sont assez sévères. Mais voilà, on est juste au début. 20 fois le chiffre d'affaires Nvidia, là. Ça se paye 20 fois le chiffre d'affaires. C'est un thème, c'est-à-dire que est-ce que ça embarque une partie, on reprend l'idée de largeur, de participation, est-ce que ça embarque une partie importante de la cote ou est-ce que c'est plus, à ce stade, un sujet technologique spécifique qui occupe quelques pure players? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose pour un gérant qui veut construire un portefeuille thématique, de se dire j'ai un vrai univers d'investissement large, profond, global. Si c'est juste pour dire il faut avoir du Nvidia, bon, ça fait pas un thème. C'est super pour Nvidia, mais ça fait pas un thème de marché. Non. Alors, bon, Nvidia évidemment. Après, il faut aller regarder parce qu'on peut redescendre dans la chaîne. Il y a des sociétés qui vont être là sur la conception pratique, enfin qui vont mettre une couche de logiciel entre Nvidia qui va être globalement l'architecte et des producteurs qui peut aussi aller, n'oublions pas au milieu de la couche, il y a du ASML, il y a du BE semi-conducteur, donc qui sont là pour fournir les machines à destination d'eux. Donc il y a toute une chaîne à redescendre et donc là il y a encore des sociétés qui peuvent être intéressantes, donc dans véritablement ceux qui vont fournir la solution. Après, ce qu'il faut aller regarder, et là pour le coup il n'y a pas de relais, c'est ceux qui vont aider à mettre en place ces solutions. Donc les Capgemini, les Accenture, et là pour l'instant c'est morne pleine, les ESN ça ne redémarre pas. Même ils souffrent. Parce que pour l'instant les sociétés sont plutôt, enfin les sociétés traditionnelles qui ne sont pas hyper justement dans l'IA, sont plutôt en train de se dire la récession qui arrive, on voit que le comportement des consommateurs ça bouge un peu, c'est un peu volatile, on ne peut pas dire qu'il y a un grand boom, donc ça restera un petit peu sur les budgets. Mais
Après, voilà, il y a d'autres sociétés où on s'aperçoit, voilà, ceux qui ont l'habitude de traiter de la donnée, par exemple, je pense une société aux États-Unis qui donne des notes aux entreprises à destination des établissements de crédit. Ouais. Bon, eux, ils ont commencé déjà depuis un moment à travailler là-dessus, justement pour extraire de la donnée, faire parler de la donnée et avoir des notes qui aient plus de valeur ajoutée à destination de leurs clients. Je pense que c'est la définition un peu de la rupture, c'est ça qui fait peur et qui aussi perturbe le marché. C'est que d'une part, il y a des acteurs qui ont détecté cette rupture, un peu comme la mise en place d'Internet avec l'e-commerce. Vous dites, j'ai Amazon qui va être la plateforme incontournable, et de facto, par ricochet, vous avez des acteurs traditionnels qui sont impactés négativement. Et donc là, c'est pareil, c'est qu'on se dit, l'intelligence artificielle, quels sont les acteurs qui, traditionnels, n'ont pas vu cette rupture et vont pâtir de ce mouvement. Et puis même, il y a toujours l'effet un peu courbangiste, c'est-à-dire qu'effectivement, un acteur du logiciel, Capgemini ou SAP, sans doute qu'ils vont en profiter, mais est-ce qu'ils passent pas d'abord par une phase douloureuse ? En bourse, Capgemini, tous les jours, ça souffre un peu, et plus le thème de l'IA buzz, monte, plus on voit ces boîtes quand même souffrir sur le plan boursier. L'autre exemple que j'ai en tête, c'est Téléperformance, parce que évidemment, là aussi, on traite de la donnée, relations clients, etc. Et donc on se dit, mais c'est un usage parfait pour eux. En plus, l'IA générative qui permet d'avoir des robots, advisors, etc. Et ben oui, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire de tous nos gars entre-temps ? Enfin, comment on va gérer cette transition ? Et Téléperformance, alors il y a eu le choc colombien, etc., mais c'était quand même plutôt revenu, mais ça se retrouve plus bas qu'au moment du choc colombien aujourd'hui. Hein. Le marché n'achète pas l'idée que Téléperformance va tout de suite profiter du thème de l'IA, quoi. Non, il faudra en faire la démonstration, pas juste en parler aux assemblées générales. Il va falloir faire la preuve d'eux. Et puis, dans un premier temps, ça passera par de l'investissement. Donc, bon, c'est tout ça qu'il faut regarder. Mais en tous les cas, oui, quelque chose est en train de se passer de ce point de vue-là. Et sur les semis, au même moment, on a les tensions sino-américaines qui font que, on l'a vu sur Micron, et donc du coup, on commence à regarder les purs producteurs de semis, donc ceux qui arrivent à la fin de la chaîne. Et là, je peux vous assurer que le discours de tous les analystes et des gérants, c'est de demander, il y a combien de chiffres d'affaires sur la Chine ? Et donc là, on voit que pour eux, ça cale. Donc eux, ils ne participent pas à la fête. Plus des chiffres qui sont sortis, et donc il y avait ce côté porté par l'automobile des semi-conducteurs. Il y a 2 ou 3 chiffres qui étaient un peu décevants. Et donc, à ce moment-là, la classique, hein, on oublie tout ce qu'on s'était dit avant, que les véhicules vont être électriques, qu'on consomme de plus en plus. Et là, du coup, c'est à minima coup d'arrêt, voire ça baisse. Donc voilà, on est dans cette période avec un petit peu de retour de volatilité par-dessus qui fait que c'est un petit peu chahuté. Mais voilà, il y a des choses à faire. Mais il n'y a pas que la tech. Il y a des vrais trucs. Enfin, dans la tech, on voit qu'on a aussi des sociétés comme Dassault Systèmes qui étaient passées à côté du rallye, qui sont en train de revenir. Donc là, on commence à avoir des pré-signaux. Donc on voit que le secteur de la tech, là, pour le coup, la participation est en train d'augmenter. On voit des sociétés comme Nemetschek, donc c'est des sociétés de logiciels pour assister dans la construction, dans le bâtiment. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Enfin, on voit que globalement, le spectre s'élargit sur la tech. Et ça, de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a toujours le même sujet autour des moyennes, petites capitalisations boursières. Enfin, là, pour le coup, il y a un vrai effet taille. C'est-à-dire que plus vous êtes gros, plus vous attirez de capitaux. Vous me direz, c'est les ETF. un peu boule de neige, etc. Et par contre, tout ce qui est small n'est pas tellement beautiful aujourd'hui du point de vue des investisseurs. Non, et pourtant, on reste, encore une fois, on a eu les publications, il y a des croissances plus fortes, il y a des niveaux de valorisation plus faibles. Il y a quelques opérations aussi, hein. Oui, mais on voit que l'effet, probablement, si mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, il y a l'effet ETF. C'est-à-dire quand les capitaux arrivent, dans un premier temps, on achète un indice national, éventuellement un indice sectoriel, mais de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de mid et de small dedans. Donc ça, mais le message, il est quand même de faire attention parce que la période de sous-performance qu'on a connue, j'ai regardé, je suis remonté sur 20 ans, on n'a jamais connu de période de sous-performance aussi forte versus les grandes capitalisations. Et par contre, l'enseignement du passé, c'est que quand ça redémarre très vite. Et donc
là, le risque pour les investisseurs, c'est du coup, ne le regardant pas, de ne pas le voir repartir, et de s'en apercevoir trop tard. D'avoir du mal à prendre le train. Et du coup, même s'ils s'en aperçoivent, comme ça démarre vraiment, mais on le voit sur les graphes, quoi. Ça monte fort. C'est de se dire, bien sûr. c'est trop vite, trop fort. Effectivement. Donc, non, mais je voulais dire aussi. Bertrand, vas-y. Pardon, vas-y. Donc, l'idée, c'est de se dire, si vous n'y êtes pas du tout, parce que c'était logique et probablement bien fait de ne pas y être depuis 2018, vous n'avez pas manqué grand-chose. Commencer à un moment donné à remettre un pied dedans, parce que après, on le sait, nous on le voit avec nos investisseurs, parce qu'on a une division conseil. Si vous êtes dedans et si vous avez un pied dedans, dès que ça démarre, c'est plus facile d'en rajouter. Bien sûr. Dans une période compliquée, difficile, de hausse des taux, de plusieurs black ducks, des risques, Chine, Allemagne, etc., il y a une prime aux leaders, il y a une prime aux plus gros, en fait. Donc on se dit, c'est UBS qui rachète Crédit Suisse, ou c'est JP Morgan qui rachète SVB, etc. Donc ça rassure, ça donne la visibilité. C'est pour ça qu'on se dirige plutôt vers les leaders, les très gros, et c'est pour ça que les petits passent à la trappe, j'allais dire. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce tableau de bord des marchés. On vous retrouve tous les mois, le dernier vendredi du mois à 12h30 dans Smart Bourse. Jean-François Bay, Cantalis, et Bertrand Lamiel, Ports en Par Gestion, qui étaient avec nous pendant cette demi-heure.